La tour Eiffel. Qui ne la connaît pas? C'est un symbole mondial, une véritable icône de l'ingéniosité, de la beauté. Mais aujourd'hui, cet emblème fait face à une menace bien réelle, moderne, insidieuse, qui pourrait bien compromettre son avenir. Et pour planter le décor, écoutez bien cette phrase, elle est percutante. Tirée d'un rapport confidentiel, elle nous alerte tout de suite sur la gravité de la situation. C'est carrément l'héritage de Gustave Eiffel qui est en jeu. Vous savez, elle en a vu des choses, cette tour. Elle a survécu à des guerres, à des menaces de démolition. Mais aujourd'hui, elle fait face à un adversaire bien plus tenace. Une bataille qu'elle est, semble-t-il, en train de perdre. Et cet ennemi, le voilà, c'est la rouille. Un problème que son créateur, Gustave Eiffel lui-même, avait parfaitement anticipé, mais qui a atteint un stade tellement critique qu'il menace aujourd'hui la structure même du monument. Alors pour bien comprendre le problème qu'on a aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut remonter aux origines qui sont assez surprenantes de la tour. Il faut comprendre pourquoi elle a été construite et surtout pour combien de temps. C'est assez fou quand on y pense, mais oui, la tour Eiffel n'a jamais été pensée pour être une structure permanente. C'était un spectacle éphémère, une démonstration de force technologique qui devait être démontée au bout de 20 ans. Imaginez un peu l'ambiance. On est à la fin du 19e siècle, en pleine Belle Époque, une période de confiance absolue dans le progrès. Pour fêter le centenaire de la Révolution française, Paris voulait tout simplement éblouir le monde. Et c'est le projet un peu fou d'une tour de 300 mètres par un certain Gustave Eiffel qui a remporté le concours. Pour vraiment mesurer à quel point c'était révolutionnaire, il faut comparer avec ce qui se faisait à l'époque, comme le Washington Monument, la plus haute structure d'alors. On est passé de la pierre massive, où le problème c'est le poids, au fer pudelé, un fer presque pur, super léger et très résistant. Le défi n'était plus le poids, mais le vent. C'était une approche complètement nouvelle. Alors comment Eiffel a-t-il réussi ce tour de force? On va se pencher sur les innovations qui ont rendu possible une construction aussi monumentale et surtout aussi rapide. C'est là que réside tout le génie du personnage. Le concept clé, en fait, c'était de ne pas combattre le vent, mais de jouer avec lui. La structure en treillis, tout ajourée, laisse passer l'air. Et ces courbes, si célèbres, elles ne sont pas juste là pour faire joli. Elles sont le résultat d'équations mathématiques très précises pour assurer la stabilité. Et puis, tout était préfabriqué en usine, comme un gigantesque mécano. Retenez bien ce chiffre, 18 000. C'est le nombre ahurissant de pièces de fer individuelles, toutes dessinées sur mesure et fabriquées dans les usines d'Eiffel en banlieue de Paris. Et pour faire tenir ces 18 000 pièces ensemble, il a fallu 2,5 millions de rivets. Chaque rivet a été posé à la main, chauffé à blanc, puis martelé par une équipe de 4 ouvriers, un travail de titan. Et le plus incroyable dans tout ça, ce chantier colossal a été terminé en seulement 22 mois. 22 mois. Pour l'époque, c'est une prouesse de rapidité et d'efficacité qui est tout simplement stupéfiante. Mais attention, même avec ce chef-d'œuvre technique, sa survie, elle, était loin d'être assurée. À ses débuts, la tour a fait face à une opposition, mais féroce. Écoutez un peu ce que l'élite parisienne en disait. Un lampadaire véritablement tragique. Ça illustre parfaitement le mépris qu'ils avaient pour elle. Ils la voyaient comme une cheminée d'usine, une sorte de verrue en métal qui défigurait le ciel de Paris. L'élite la détestait. Mais le public, c'était une toute autre histoire. 2 millions. C'est le nombre de visiteurs qui se sont bousculés pour la voir dans les 6 premiers mois seulement. Le succès populaire a été immédiat, écrasant, et il a complètement balayé les critiques. Et c'est là qu'on voit qu'Eiffel n'était pas seulement un ingénieur de génie, c'était aussi un sacré stratège. Pour sauver sa tour de la démolition qui était programmée pour 1909, il l'a tout simplement rendue indispensable. Il a financé des expériences scientifiques à son sommet et a prouvé son utilité militaire. Malin. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre époque. L'histoire de la survie de la tour continue, mais cette fois, l'ennemi a changé. La bataille d'aujourd'hui, elle se joue contre la corrosion. En fait, ce n'est pas une surprise. Ça fait plus de 10 ans que les signaux d'alarme s'accumulent. Des rapports confidentiels qui se succèdent, avec un constat de plus en plus alarmant. Des fissures, de la rouille, des défauts qui posent de vrais risques pour la durabilité du monument. Alors, que fait-on face à ça? Eh bien, avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 en ligne de mire, on a lancé une grande campagne de peinture à 64 millions de dollars. Le but, que la tour soit belle pour les caméras du monde entier. Sauf que, de nombreux experts critiquent cette opération, en la qualifiant de simple cache-misère. Et là, le chiffre fait vraiment mal. Seulement 5% de la tour reçoivent le traitement de fond nécessaire, c'est-à-dire décaper complètement le métal avant de repeindre. Pour les 95% restants, on se contente de repeindre par-dessus les anciennes couches, ce qui en gros emprisonne la rouille en dessous. Alors, pourquoi cette approche? Eh bien, comme souvent, la réponse, c'est l'argent.
La tour attire 7 millions de visiteurs par an. Elle génère près de 100 millions d'euros de revenus. La fermer assez longtemps pour faire des réparations complètes, ça représenterait une perte financière énorme. Et c'est ça, le grand paradoxe de la tour Eiffel. Son matériau, ce fameux fer pudelé, il pourrait être quasi éternel. Son unique faiblesse, c'est la rouille. Donc la protéger avec de la peinture, ce n'est pas une option, c'est une condition absolue pour qu'elle survive. Parce qu'au fil du temps, la tour Eiffel est devenue bien plus qu'une simple structure métallique, n'est-ce pas? Elle a transcendé ses rivets, ses boulons, elle est devenue un symbole universel, d'ingéniosité, de romantisme, de résilience. Ce qui nous laisse avec cette question, une question assez lourde de sens. Pour un monument de cette importance, qui appartient un peu au monde entier, est-ce qu'une simple retouche cosmétique, ça suffit vraiment? Sommes-nous en train d'être à la hauteur de la responsabilité de transmettre cet héritage intact aux générations futures? La question reste ouverte.